Bonjour, bienvenue au podcast de survienumérique.com. Ici Michel, mon fils, on est en balade ensemble. On a déjà marché lors d'un premier épisode pour comprendre que notre vie numérique n'est pas un espace abstrait, mais une extension en quelque sorte de notre corps et de notre liberté. Nous avons vu comment les données nous suivent comme des ombres invisibles, mais pesantes. Ça, c'était le premier épisode. Les ombres invisibles mais pesantes, des fils qui nous relient au ciel, avec toutes les données qu'on partage comme ça. Et puis lors du deuxième épisode, on a visité le marché des outils invisibles. On a découvert quelques principes d'application, des boucliers, des miroirs déformants, des portes blindées. Voilà, aujourd'hui on arrive au cœur de la question, l'endroit où tout se joue, où la théorie rencontre votre main droite ou votre main gauche. Pourquoi la théorie rejoint votre main gauche ou votre main droite? Eh bien, parce que c'est la main qui tient l'objet dont on a beaucoup parlé, justement, qu'on a évoqué, le fameux ordiphone. Ordiphone, c'est le terme que j'emploie, qui est recommandé d'ailleurs plutôt qu'un téléphone. Un téléphone, c'est aussi le terme recommandé pour utiliser smartphone. Mais évidemment, un téléphone intelligent, vous comprenez que ça ne me sied pas beaucoup et je vais préférer ordiphone. Cet ordinateur qui tient dans notre poche, ce morceau de verre et de métal que vous avez sorti certainement il y a moins de 10 minutes de votre poche pour vérifier l'heure, répondre à un message, regarder des notifications. Cet appareil qui est devenu pour beaucoup de gens un doudou. Et si on n'a pas notre doudou, on est anxieux, on est stressé. Et ce téléphone est devenu le gardien de notre maison, de nos souvenirs, de nos comptes bancaires, de notre identité. Et puis la plupart d'entre nous, on fait confiance à ce gardien, comme si tout a... Ça va. Coucou les chiens. Donc je disais qu'on fait confiance à ce gardien, à cet objet, sans jamais avoir vu ces murs, sans avoir pu évaluer si ces murs sont solides. Aujourd'hui, pour la plupart des gens, le téléphone, c'est le bien le plus précieux. Si on le perd, c'est une catastrophe. Autrefois, je pense que c'était plutôt notre portefeuille avec nos papiers d'identité, l'argent et tout. Et là, ce serait le téléphone. Ce serait une catastrophe. Et du coup, ce téléphone, il devient une cible. Une cible. Alors, il est toujours allumé, il est toujours connecté, il est toujours en train d'écouter, de regarder, de localiser. Il peut même lire vos yeux, reconnaissance faciale, enregistrer votre voix, connaître tout vos trajets quotidiens et, c'est un peu un traître, il va transmettre toutes ces informations à des milliers de kilomètres de là, très souvent aux États-Unis ou en Chine. Vous utilisez TikTok, par exemple. Aujourd'hui, on va marcher ensemble et on va voir quand même cet objet-là. Ça peut être une anxiété potentielle si je le perds. Et tous les dangers auxquels il peut me soumettre cet objet. On va réfléchir à cette forteresse. Il faut que ce soit une forteresse maîtrisée, cet objet. Il y a trop de choses qui s'y passent pour qu'on le considère de manière anodine. Alors, évidemment, mon but, c'est pas de nous transformer, de vous transformer. Je ne suis pas moi-même, donc je ne vois pas comment je pourrais le faire en ingénieur de cybersécurité. Mais l'idée, c'est de devenir, chacun d'entre nous, ça on peut, des utilisateurs conscients. Des utilisateurs conscients propriétaires de leurs propres données. Voilà, aujourd'hui, notre vie, dans le monde dans lequel on est, ce sont des données. Ils se monnaient en données. Data is the new oil. Les données sont devenues le nouveau pétrole. C'est l'extraction des données qui enrichit les plus grosses entreprises aujourd'hui. Donc, pendant cette promenade, vous pouvez avoir votre téléphone en main ou dans votre poche. Et soyez conscient de sa présence parce que tout ce que je vais dire, il concerne cet objet-là, dans la vie réelle, pas dans un monde théorique, dans votre réalité. C'est devenu notre réalité aujourd'hui. On ne sait pas comment c'est arrivé à une vitesse phénoménale. Et aujourd'hui, on a une sorte d'extension de nous-mêmes qui est cet ordiphone. Voilà.
Avant de commencer à passer à l'action, à verrouiller des trucs sur nos téléphones, il faut d'abord ouvrir les yeux, il faut regarder ce qui se passe avec nos téléphones, même quand on ne fait rien. Des fois, on dit, bon, bah voilà, j'utilise mon téléphone, donc je suis conscient que je suis en train de faire quelque chose. Mais en fait, déjà, notre téléphone, il sait plus de choses sur vous que votre famille la plus proche. Ça, ils l'ont dit à plusieurs reprises, Facebook et compagnie. On en sait plus sur vous que votre femme, que votre mari. Il connaît votre rythme cardiaque, bon, s'il est connecté à votre montre. Il sait exactement où vous dormez chaque nuit, parce que vous l'amenez avec vous, où vous vous promenez en permanence, parce qu'il y a la localisation. S'il y a le Wi-Fi partout où vous allez, bah, il sait dans quelle pièce vous êtes, à quel moment, etc. Il sait si vous travaillez ou pas, parce que vous êtes connecté à tel lieu, tel ou tel moment, alors que votre femme, votre mari, il ne sait pas forcément que vous n'êtes pas au bureau, que vous êtes au bureau, que vous êtes en train de faire des courses, que vous êtes dans la voiture, que vous êtes chez votre maîtresse ou votre amant ou quoi que ce soit. Il sait exactement dans quel magasin vous rentrez et vous sortez. Il y a le fameux Bluetooth aujourd'hui qui sont mis dans les magasins qui permettent de localiser où les gens sont, où ils freinent, où ils accélèrent dans un magasin, quels produits ils regardent plus, les publicités ou pas. Même si vous achetez rien, est-ce que vous freinez, vous accélérez? Donc ils regardent, les publicitaires par exemple, ils peuvent savoir si vous freinez devant plutôt telle affiche ou telle affiche et de tester aujourd'hui en temps réel, parce que les affiches aujourd'hui ne sont plus des affiches, ce sont des placards numériques, ils peuvent changer les pubs pour voir celle qui répond le mieux, et voilà. Donc ça c'est la position, mais il y a bien sûr beaucoup plus que ça. Chaque fois, le téléphone, il sait tout ce que vous regardez, chaque fois que vous ouvrez une application, votre système d'exploitation, que ce soit iOS ou Android, bah, il note, et vous le savez d'ailleurs, vous pouvez le regarder quelque part, le temps que vous passez avec chaque application, la fréquence d'ouverture, combien de fois vous avez regardé votre téléphone, vous l'avez ouvert, vous avez déverrouillé, tous les gestes que vous avez effectués avec votre doigt, le défilement infini, le scroll comme on dit. Bah, toutes ces données, elles sont envoyées à ce qu'on appelle les géants de la tech, les géants de la technologie, pour affiner leur modèle d'intelligence artificielle. Leur but, c'est de prédire vos envies avant même que vous ne les formuliez. Ben oui, pourquoi? Parce que le but, c'est de faire de la pub pour que vous achetiez des trucs. Donc il faut qu'ils puissent savoir, c'est ça aujourd'hui, ce qui vous intéresse, pour vous proposer ce qui vous intéresse avant même que ça vous soit devenu conscient. Que ce soit un voyage, vous avez commencé à regarder des sites je sais pas, de pays ou machin, même que vous n'aviez même pas que vous alliez voyager, vous commencez à vous intéresser des trucs, et puis tout d'un coup, ils vous proposent une assurance voyage, alors que vous n'avez pas encore tapé vol Paris, Bangkok ou je sais pas quoi, New York ou quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle la surveillance comportementale. Elle vous demande rien, elle vous demande pas votre avis, elle prend, elle récolte, et elle va le transformer, c'est son but, votre intimité en matière première, c'est ce que je disais, data is the new oil, en pétrole, en extraction, à la différence que le pétrole, il y en a bientôt plus, alors que ça, il y en a de plus en plus, tant qu'il y a des humains, on pourra faire de l'extraction. Les humains sont devenus une source à exploiter. Il y a pire, évidemment. Voilà, j'ai déjà vendu un peu la mèche. Chaque panneau publicitaire numérique, chaque caméra de surveillance, chaque borne de transport en commun a son émetteur Bluetooth, a son Wi-Fi passif, et votre téléphone, il dit en permanence, bah, je suis là, voici mon nom. Et en plus, c'est ce qu'on appelle, le reniflage d'adresses MAC, le MAC Address Sniffing, comme le disent plutôt les informaticiens. C'est-à-dire que vous savez qu'à chaque téléphone est associé un numéro unique, une adresse spécifique, et il est diffusé, c'est un peu comme une étincelle dans le noir, et ils vous suivent à la trace en permanence, ce qui fait que les entreprises, ils peuvent traverser vos mouvements à travers toute une ville, d'un point A à un point B, sans, c'est ça le truc, sans que vous ayez même ouvert votre téléphone ou que vous touchiez votre écran, c'est ça. Si ça vous fait peur, et j'espère que ça vous fait peur, j'espère que ça vous fait pas vous résigner, parce que c'est ça qu'ils veulent, de dire « Ah, on peut rien faire, ah, de toute façon, machin ». Si, c'est tout le but de ce podcast, c'est le but de mon bouquin « Manuel de survie numérique pour tous », c'est le but de mon site survienumérique.com, de mes formations. C'est on peut faire des choses, on peut ne pas être pisté, tracé, espionné, miné, comme ils le font. Donc si vous avez peur, et donc j'espère que c'est votre cas, cette peur, elle est saine. Ça veut dire que votre instinct de protection, il fonctionne encore. Or pourtant, la plupart d'entre nous, on marche avec ces téléphones déverrouillés, toutes les permissions activées, comme si le danger n'existait pas, ou que c'était pas si important que ça.
Les gens, ils se disent, bah, de toute façon, j'ai rien à cacher, de toute façon, ils savent déjà tout. Cette résignation-là, elle est hyper, hyper dangereuse. Parce que si on continue, je devrais dire, à accepter la surveillance totale, ça veut dire qu'on accepte, nous, les humains, d'être des produits. C'est renoncer à la souveraineté sur notre propre vie, de notre propre vie. Et donc, comme je vous le disais, c'est pas une fatalité, c'est pas une loi de la nature, cette surveillance généralisée, ce capitalisme de surveillance. C'est un choix de conception des fabricants aujourd'hui, des grandes entreprises de la tech. C'est un choix d'affaires, c'est du business. Et donc le business, les affaires, ça peut être contourné, ça peut être réduit, ça peut être maîtrisé. Donc notre travail là ensemble, c'est de rétablir l'équilibre, de reprendre le contrôle. Alors évidemment, il y a le truc, c'est de dire on va casser nos téléphones, on va s'en passer, etc. J'aimerais pouvoir vous dire faisons ça. Je sais que là, vous arrêterez de m'écouter. Et deux, c'est pas réaliste dans le monde d'aujourd'hui parce que l'outil nous a été imposé aussi, ou en tout cas utilisé par les gouvernements pour nous connecter pour les impôts, pour l'administratif, pour plein de choses. Et dire aujourd'hui, je veux plus de téléphone du tout, c'est quasiment impossible. Mais il faut donc le dompter. C'est un objet de décider ce qu'on veut qu'il fasse et à lui interdire ce qu'on ne veut pas qu'il fasse. C'est techniquement facile, possible, et c'est le but de tout ce que je fais avec vous. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, on va ouvrir les entrailles de ce téléphone, de ce dispositif, et je vais vous guider pas à pas pour fermer toutes les fuites, hein, c'est ça l'idée. Bon, j'ai dit toutes les fuites. Si on ferme 90% des fuites, on sera déjà à part de la plupart des autres gens. Et donc de toute façon, que ce soit des pirates, des publicitaires, des États, des machins, des trucs, ils s'occupent des cibles les plus faciles. Donc si on fait partie des 10% les plus difficiles, ils ne vont pas s'attaquer à nous. C'est toujours pareil. Hein. Donc premier truc, c'est l'audit des permissions. Ça, c'est un peu le grand nettoyage. En fait, vous ne savez pas, à chaque fois que vous installez une application, cette application, elle peut demander des permissions, parce qu'elle a des besoins. C'est logique. Par exemple, votre application qui sert à téléphoner, elle a accès au micro pour pouvoir. Sinon, quand vous parlez, les gens n'entendraient rien. Donc c'est logique que l'application de téléphonie, elle ait accès au micro. Mais, admettons, vous installez une application de météo. C'est pas logique que l'application de météo ait besoin d'accéder au micro. Il n'y a aucune raison. Vous allez voir que vous allez avoir des lampes torches. Vous savez, une petite application qu'on installe pour faire la lumière sur nos téléphones et accès à la localisation, et sache où vous êtes en permanence, par exemple. Vous voyez, c'est ça, les permissions. Donc il faut d'abord construire notre forteresse, savoir quelles portes sont ouvertes dans notre forteresse. Or, malheureusement, dans nos téléphones, il y en a énormément des portes. Donc il va falloir fermer toutes les portes inutiles. Et donc c'est ce qu'on appelle, dans un téléphone, les paramètres de confidentialité. Et ça, je suis désolé, ça prend du temps. Il va falloir aller dans les paramètres de confidentialité, et de regarder un certain nombre de choses. Et c'est un travail minutieux, c'est comme ranger une pièce, qui est en bazar, quoi. On prend le temps, on dit ça va où, ça va là, ça va. Il faut prendre le temps. Chez vous, des fois, vous prenez le temps de ranger. Vous rangez la salle de bain, vous rangez la cuisine, vous rangez le salon, vous rangez la chambre. Et on prend ce temps, et ça prend des minutes et des minutes. Nos téléphones, il y a plein de pièces dedans. Il y a des salons, il y a des cuisines, il y a des salles de bain, etc. Et donc ça prend du temps. On ne peut pas faire cette économie-là. De temps en temps, il faut ranger. Puis, ranger ces pièces encombrées. Donc vous prenez, selon que vous avez, si c'est un iPhone, vous allez dans Réglages, puis la section Confidentialité et Sécurité. Si c'est un Android que vous avez, vous allez dans Paramètres, puis Sécurité et Confidentialité. L'autre, c'est Confidentialité et Sécurité. L'autre, c'est Sécurité et Confidentialité, donc c'est facile. Parfois aussi, vous trouvez directement dans les applications. Vous pouvez régler directement en cherchant dans les préférences de l'application. Et donc là, dans les paramètres sécurité et confidentialité, vous regardez dans la liste. Vous allez avoir tout ce qui est localisation, donc accès à la localisation, au microphone, à la caméra, au contact. Est-ce que c'est logique qu'une application, je sais pas, je redisais de lampe torche de votre téléphone ait accès au contact? C'est quoi le truc? Pourquoi ils prennent accès au contact? Il n'y a aucune raison qu'ils aient accès à votre annuaire. Toutes les applications, tout ce qui a accès aux photos, aux SMS, aux appels, etc. Donc, déjà, le premier truc à regarder, c'est toutes les applications qui ont accès à votre position précise. 10, 20, 30 applications,
Vous pouvez regarder, hein, vous regardez localisation, et vous regardez en dessous toutes les applications qui ont accès à votre localisation. Donc, ça va pas si vous avez un jeu, genre un jeu de solitaire, ou on a des tas de jeux un peu débiles sur nos téléphones. Est-ce que vraiment ces jeux, ils ont besoin d'accéder à nos contacts alors que vous faites un petit jeu de cartes solitaire? La calculatrice, elle a accès au microphone. C'est quoi ce délire? Ça doit jamais être le cas. Donc toutes ces permissions, vous désactivez, vous désactivez, vous désactivez. Vous mettez sur jamais. Pour certaines applications, ça peut être autorisé uniquement lors de l'utilisation de l'application. Je vous donne un exemple. Le GPS, pour vous promener, trouver votre chemin en voiture, le GPS, il a besoin d'avoir accès à votre localisation. Sinon, ça ne marche pas, le GPS. Donc il faut lui donner l'autorisation à la localisation. Mais uniquement quand vous l'utilisez. Donc si vous mettez sur jamais, évidemment ça ne va pas marcher, parce que quand vous voudrez utiliser votre GPS, il ne saura pas où vous êtes et ça n'a plus d'utilité. Et donc quand vous faites un chemin en voiture et que vous avez besoin de votre GPS, il faut que ce soit actif, mais dès que vous ne l'utilisez plus, il n'y a aucune raison que cette application continue à savoir où vous allez, ce que vous faites, dans quel magasin, dans quel lieu, etc. Vous savez qu'un GPS, ça nous trouve à quelques centimètres près sur la planète, sur le globe. Donc il n'y a aucune raison. Donc j'active à ce moment-là, autorisé uniquement lors de l'utilisation de l'application. Je ne mets pas toujours, même si c'est le GPS, de telle sorte qu'il y ait accès que quand je lui demande, que je sais qu'à ce moment-là, je suis tracé, entre guillemets, parce que j'en ai besoin du GPS. Et c'est valable pour tout. On ne laisse jamais une permission sur toujours autorisé. A priori. Que le téléphone ait toujours accès à vos contacts, oui, bien sûr, vous allez voir que c'est logique. Votre application de téléphonie ou de SMS. Donc faites le tour de chaque catégorie. Les contacts, l'application de météo, elle n'a pas besoin de votre carnet d'adresse. Le micro, pourquoi l'application de météo, elle écouterait ce que vous dites et ce qui se passe autour de vous? Aucune raison. La caméra, si vous n'utilisez pas la fonction photo, pourquoi l'accès est permanent? Je pense à, par exemple, une application que moi j'ai utilisée un certain temps, c'est PlanteNet. Donc PlanteNet, vous savez, vous voyez une plante, vous voulez savoir qu'est-ce que c'est, on la prend en photo, puis ça nous aide à identifier la plante. Je trouve ça génial, personnellement. Sachant que, attention, il faut faire gaffe, c'est pas à 100% sûr, mais ça nous met dans les bonnes directions et c'est génial. Donc forcément, pour prendre la photo de cette plante, il faut que je donne l'autorisation à cette application, l'accès à l'appareil photo. Donc ça, c'est logique, vous voyez. Alors, faites ce petit audit. Ça va prendre, je sais, c'est peut-être une demi-heure, hein, franchement. Il y a parfois sur nos applications, il y a 50 ou 60, pardon, sur nos téléphones, il y a 50, 60 applications. Donc, si vous prenez le temps de regarder chacune de ces applications, ça peut prendre du temps. Bon, dans le téléphone, comme c'est rangé, tout ce qui a accès au micro, tout ce qui a accès à ceci, cela, ça peut aller un peu plus vite. Mais voilà, prenez le temps, coupez-vous du monde extérieur, concentrez-vous sur votre écran et puis profitez-en. Supprimez toutes les applications inutiles. En fait, ça, c'est un bon principe, ce nettoyage. Toute application que je n'ai pas utilisée depuis un mois, par exemple, vous avez PlanteNet, comme je viens de le dire, l'exemple, ça fait plus d'un mois que vous ne l'avez pas utilisé. Allez, on vire. Des tas de petits jeux qu'on a installés, etc. On vire. Des trucs qu'on n'utilise pas, qu'on avait testé un jour et quoi, hop, on supprime. C'est radical, mais c'est nécessaire. Quand vous faites le ménage chez vous, vous ne gardez pas tout. Vous dites, allez hop, poubelle de tri, poubelle papier, poubelle grise, ça on donne, ça c'est sur le bon coin, ça ce sera pour une foire au grenier. Et chaque application que vous supprimez, c'est comme une porte que vous fermez. C'est ce qu'on appelle en informatique, en sécurité, une surface d'attaque en moins. Et plus ma surface d'attaque est petite, plus c'est facile de défendre mon territoire numérique. Donc faites attention, parce qu'il y a plein d'applications soi-disant utilitaires, qu'on nous dit « Ah, c'est pratique, ça fait ça et ça », qui en vrai servent à rien. Ça semble innocent, et c'est des trucs que vous dites « Ah, c'est gratuit, c'est pour tester machin, pour améliorer votre téléphone », et en fait, c'est souvent les pires, ces petites applications soi-disant utilitaires, trafiquantes de données, les pires. Par exemple, il y a des applications pour nettoyer le cache, accélérer la batterie, sauvegarder les photos. En général, leur but, c'est de collecter à grande échelle pour les revendre. Soyez très méfiants. Il n'y a aucune raison d'utiliser ce genre d'application. Soit votre système d'exploitation, il fait son job, et il est censé faire son job. iOS, pour les iPhones, il fait son job, il n'a pas besoin de petites applications qui, soi-disant, améliorent le cache, le ceci, le cela. Soit votre Android, pareil. Et sinon, c'est qu'il faut que vous changiez de téléphone et de système d'exploitation. C'est qu'ils font mal leur boulot, mais il n'y a aucune raison. Non, il n'y a pas d'application à rajouter
sur nos systèmes d'exploitation aujourd'hui. Donc, vous passez en revue la liste des permissions et vous vous posez la question, est-ce que cette application, elle me sert vraiment? Est-ce qu'elle est utile? Elle me sert ou elle se sert de moi? C'est ça la question. Et si vous avez un doute, on supprime. Il vaut mieux vivre sans une application supplémentaire que de laisser un espion, une espionne, c'est une application, dans notre poche. Donc ça, c'est les portes, fermer les portes. Maintenant, il faut qu'on vérifie qui a les clés de la maison. Parce que bien sûr, j'ai plein de portes, elles sont fermées, mais j'ai donné les clés à tout le monde. Notre téléphone, aujourd'hui, ce n'est pas une île. Il est connecté à tout un système. Et par exemple, chez Apple, c'est ce qu'ils appellent le Apple ID, le ID Apple. C'est la carte d'identité Apple. Vous ne pouvez rien faire dans un système Apple sans votre ID Apple. Votre identification Apple. Rien. Tout passe par là. Ça veut dire que Apple, à partir du moment où vous avez cet identifiant, il sait tout ce que vous faites. Chaque application, chaque que vous installez, que vous désinstallez, tout. Bah, chez Google, en fait, c'est plus pernicieux parce qu'on ne sait pas, mais c'est la même chose, c'est le compte Google. Ils disent, ah voilà, vous avez acheté un téléphone, connectez-vous à votre compte Google. En fait, c'est complètement inutile, c'est pas utile, c'est pas nécessaire. On n'a pas besoin d'utiliser un compte Google pour utiliser un téléphone. Ils nous font croire. Alors, sur iPhone, c'est absolument obligatoire, sinon on ne peut pas utiliser notre téléphone. Sur Google, ce n'est pas du tout obligatoire. Vous allez me dire, pour installer des applications, bah, y a plein d'autres manières d'installer des applications sans passer par Google et sans connecter de compte Google. Alors, ça, c'est Google et c'est Apple qui nous obligent à créer un compte. Pour Apple, c'est absolument obligatoire. Pour Google, ils nous font croire que c'est obligatoire. Ce ne l'est pas. Mais plus de 99% des gens ont connecté un compte Google avec une adresse Gmail. À ce moment-là, ils savent tout sur votre identité, etc. Bref. Mais sur Android, ça peut être plus pernicieux parce que, par exemple, si vous avez un téléphone Samsung, ils vont vous demander de créer un compte. Vous suggérez fortement de créer un compte Samsung pour avoir le Samsung Cloud. Sur Xiaomi, c'est Xiaomi Cloud. On dit Xiaomi, hein, pas Xiaomi. X, en chinois, c'est Xiaomi. D'avoir votre compte. Et donc, il y a différentes marques de téléphone qui peuvent vous obliger d'avoir un compte en disant ah, c'est pratique, on va vous. Et à chaque fois, ils disent on vous offre du cloud gratuit pour sauvegarder vos données. Comme ils sont généreux, comme ils sont gentils, on vous offre du cloud gratuit, on vous donne de l'espace 10 numérique gratuit. Oh, vous avez acheté notre téléphone, on est tellement gentil, on va vous donner du cloud gratuit. Vous croyez, c'est quoi l'arnaque là-dedans, du cloud gratuit? Hein? Alors, bah, à partir du moment où vous autorisez et vous créez un compte qui est comme une clé universelle, déjà, c'est très dangereux pour les pirates, parce que s'ils trouvent... vous allez utiliser votre mail, donc ils connaissent déjà votre mail. Il suffit qu'ils trouvent votre mot de passe. Donc moi, par exemple, si je connais votre mail, c'est assez facile à trouver. Les gens, c'est leur nom @gmail.com ou je sais pas quoi. Bref, je connais votre mail. Vous m'avez écrit une fois, donc je connais votre mail. Qu'est-ce que je fais? Désolé, il y a du bruit par là. Qu'est-ce que je vais faire? Je me dis, tiens, il a un compte Gmail. Je vais aller sur Gmail, je mets votre mail, et puis j'ai plus qu'à trouver votre mot de passe. J'espère qu'il est bien balèze, votre mot de passe. Pareil, si vous avez un compte Apple, si j'ai accès à votre mot de passe, j'ai accès à tout votre cloud, votre Google Cloud ou votre iPhone Cloud, Apple Cloud. J'ai accès à tous vos emails, j'ai accès à toutes vos données, à tout ce qu'il y a sur votre téléphone, etc. Donc c'est très, très, très facile. Email, photo, contact, message, votre position, le lieu où vous êtes. Donc en tant que pirate, je ne vais pas commencer à intervenir, je vais regarder où vous êtes, quand vous êtes, et peut-être comme ça, je peux aller carrément voler votre maison quand vous n'y êtes pas, parce que je connais où vous êtes chaque jour, à telle heure, à tel boulot, etc. Donc pensez-y. Donc allez dans les paramètres de votre compte Google, compte Apple, compte Samsung, etc. Vous cherchez l'option application tierce connectée, ou ça peut s'appeler connexion sécurisée. Et là, vous risquez d'être surpris parce qu'il peut y avoir une longue liste d'applications auxquelles vous avez donné accès. Vous savez, à chaque fois que ça nous dit connectez-vous avec Google ou continuez avec Facebook. Ils disent utilisez votre identifiant Facebook ou Google pour vous connecter. Et à ce moment-là, vous autorisez ces applications tierces à accéder à votre compte Google ou accéder à votre compte Facebook, etc. Et vous avez peut-être fait ça il y a 2 ans ou 3 ans pour une inscription rapide sur un site plus ou moins connu, plus ou moins obscur. Vous dites tiens, ah oui, au lieu de créer un nouveau mail, mot de passe et tout, je vais utiliser mon compte Google. Paf, ils ont accès. Donc cette connexion, elle donne à ces tiers l'accès, alors pas à toutes les données quand même, à ces tiers. Normalement, quand vous avez inscrit, ils disent est-ce que vous donnez accès à... Mais la plupart des gens ne lisent pas, ça peut être vos contacts, votre position, vos emails, je ne sais pas quoi. Et vous vous rappelez peut-être plus d'eux, ils ont accès à ces données, il y a peut-être 2 ans, comme je disais, et ils ont toujours la clé. Ils continuent à regarder vos données, à les
aspirer tels des vampires, à s'en nourrir, parce qu'ils les revendent, hein, bien sûr, c'est ça l'idée. Donc là, vous supprimez tout ce qui n'est pas essentiel. A priori, il n'y a aucune raison d'avoir aucune application tierce. Vous virez toutes ces autorisations que vous aviez données, supprimez toutes les connexions anciennes, supprimez toutes les applications tierces que vous n'utilisez plus. Hein, c'est comme si vous partez en vacances, puis vous donnez les clés à un voisin. Puis la fois d'après, vous allez en week-end, vous donnez une autre clé à un autre voisin. Et puis un autre week-end, ah tiens, on est en soirée, tiens, tu peux avoir la clé de chez moi au cas où, etc. Et il y a 5 ans. Bah non, vous ne faites pas ça, vous ne laissez pas vos clés à tous les voisins comme ça que vous rencontrez en disant, ah au cas où, je pars en week-end et tout. Vous ne faites pas ça. Si jamais vous prêtez une clé à quelqu'un pour un truc, bah après vous dites merci beaucoup, tac, et hop, et vous récupérez votre clé. Donc voilà, ça c'est, on a fermé les portes, on s'est occupé de qui a les clés, accès au compte. Et puis il y a un autre truc qui est très important, c'est ce qu'on appelle la synchronisation. En fait, sur un téléphone, par défaut, donc ça veut dire de manière automatique sans qu'on ait rien fait, c'est très grave ce truc par défaut, presque tout est synchronisé. Les SMS, les petites notes qu'on prend. Souvent dans ces notes, on met quoi? Peut-être des mots de passe ou des trucs importants qu'on met vite fait comme ça, puis qu'on a oublié. Nos calendriers, nos mots de passe se synchronisent. Ah bah c'est super pratique. Mais synchronise avec quoi? Avec le cloud Google, le cloud Apple, le cloud Samsung, le cloud Xiaomi. Alors très pratique, hein, évidemment. Mais sauf que si, comme je vous le disais, le pirate accède à votre cloud, il accède à toutes vos données. Il peut les pirater, il peut les revendre, il peut les enregistrer, il peut les supprimer, vous serez bien embarrassé. Donc, il faut vraiment réfléchir. Qu'est-ce que je veux réellement synchroniser? Ok, peut-être les photos, mais les SMS personnels, pourquoi je vais synchroniser mes SMS? Je les ai lus, j'ai répondu, pourquoi les synchroniser et les enregistrer ad vitam aeternam? Mes notes sensibles où je mets peut-être mon numéro de compte ou ceci, cela, wow. La synchronisation, ça doit être manuel, et puis vous le désactivez pour tout ce dont il n'y a pas besoin. Et puis évidemment, on en parlera une autre fois, mais toutes ces synchronisations, tout ça doit être fait sur des clouds chiffrés de bout en bout. Personne ne peut les lire. Or là, tous ces clouds dont j'ai parlé, Samsung, Apple, Google, rien n'est chiffré. C'est-à-dire tout le monde peut les lire, tout le monde peut y avoir accès, sans rien, sans mot de passe, sans chiffrage. Donc c'est terrible, c'est terrible. C'est comme si vous laissiez vos photos comme ça partout, sur vos tables, vos photos privées, etc. Vos courriers, les lettres ouvertes au bureau que tout le monde peut regarder, etc. Non. Donc vérifiez aussi les appareils connectés. Dans les paramètres de votre compte, vous pouvez lister tous les ce qu'on appelle les périphériques qui ont accès à votre compte. Peut-être que vous vous rappelez, vous avez eu, il y a quelques années une tablette, vous avez connecté votre tablette à votre compte Google, et puis cette tablette, vous l'avez vendue, vous l'avez donnée, vous l'avez jetée, mais sauf que l'accès au compte est toujours là. Donc ça, c'est très important. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez un ancien boulot, puis vous êtes connecté à partir de l'ordinateur du boulot, ce qu'il ne faut jamais faire. Mais bon, bref, vous l'avez fait à votre compte Gmail Google, vous avez donné accès à cet ordinateur au compte Google, et il y a toujours accès, donc un nouvel employé, etc. Donc vous, si vous allez dans les paramètres de votre compte Google en vous y connectant, vous voyez à l'heure actuelle tous les appareils qui ont accès à votre compte. Et vous allez être surpris qu'il y a plein d'appareils que vous n'avez plus, ou vous n'avez plus utilisés depuis des années, qui ont toujours accès à votre compte. Donc vous pouvez supprimer, nettoyer cette liste de quel ordinateur, quel appareil, quel téléphone a accès à votre compte. Pareil pour votre réseau Wi-Fi, vous savez, vous donnez accès à, bref. Nettoyez la liste, parce que chaque appareil qui a accès à votre compte, évidemment, c'est un point d'entrée potentiel. C'est des trous dans votre forteresse, quoi. Bon, c'est pas tout. Désolé. Et oui, je vous ai dit, le rangement, c'est le grand ménage de printemps, ça prend du temps. Il y a ce qu'on appelle le suivi publicitaire et les assistants vocaux. On va parler de ça maintenant. D'abord, le suivi publicitaire. Voilà ce qui est pernicieux. Même si on ne clique pas sur les publicités, votre téléphone il génère ce qu'on appelle un identifiant publicitaire unique. Identifiant publicitaire unique. C'est une sorte de numéro de série invisible qui est attribué par votre système d'exploitation, donc Android ou iPhone, pour les annonceurs. Donc vous avez un numéro là, pour savoir et vous suivre d'une application à l'autre, d'un site à l'autre, et de construire un profil marketing ultra précis. Et ça, vous pouvez le retirer, cet identifiant publicitaire. C'est hyper important. Attention, ils vont vous dire « Ouais, mais si vous ne l'utilisez pas, on va vous donner n'importe quelle pub. » D'abord, je ne vois pas pourquoi ils me montrent des pubs. À quel moment?
J'ai acheté un téléphone qui coûte hyper cher, des centaines d'euros, même milliers d'euros pour certaines personnes, certains téléphones de folie. Et en plus, ils m'imposent des pubs alors que j'ai acheté le truc hyper cher. À quel moment ça existe, ça? Et on a accepté ça. Donc sur iPhone, vous allez dans Réglages, Confidentialité, et souvent ça s'appelle Tracking publicitaire. Et là, vous activez, il y a un truc, demandez aux applications de ne pas suivre. Vous voyez? Et limiter l'identification publicitaire. Il faut le limiter, il faut empêcher ça. Vous vous rendez compte? Sur Android, c'est dans Paramètres, Publicité, supprimer l'identifiant publicitaire. Alors attention, ça ne va pas supprimer les publicités si vous faites ça. Ça supprime l'identifiant qui sait toutes les publicités que vous voyez et qui crée des liens entre tout ça. Elles seront toujours là, les publicités. Alors, elles seront toujours là si vous écoutez régulièrement ce podcast, si vous regardez le site survienumérique.com, si vous avez mon bouquin Manuel de survie numérique pour tous, si vous suivez mes formations, évidemment, on apprendra à se débarrasser de, écoutez bien, toutes les publicités. Il y a moyen de ne pas voir une pub, ni sur nos téléphones, dans aucune application, ni dans nos mails, ni sur Internet, ni sur YouTube. Il y a moyen de ne pas voir les publicités en utilisant les bonnes pratiques, les bons outils automatiques. Voilà, donc ce qui se passe là, si vous n'avez fait que ça, si vous n'avez écouté que cet épisode de podcast de survie numérique, en enlevant l'identifiant publicitaire, vous aurez toujours les pubs, mais elles ne seront pas ciblées en fonction de votre histoire de navigation. Elles redeviendront aléatoires, moins intrusives, moins personnelles. C'est déjà ça, quoi. Mais c'est un petit acte, mais c'est un acte de dignité, parce que je refuse d'être profilé. Donc ça, c'était pour le suivi publicitaire. Maintenant, on va parler des assistants vocaux. Vous savez très bien, Siri, Google Assistant, Alexa, il doit y avoir d'autres marques, je ne les connais pas. Ces technologies, soi-disant, ça va nous simplifier la vie. Tu dis, dis Siri, mets une alarme, dis Google, OK Google, quel temps il fait, etc., etc. Le truc, c'est que pour que ça fonctionne, ils doivent être activés en permanence, ces assistants. Ils écoutent, selon là où c'est, et puis en plus, ils entendent de loin votre salon, votre cuisine, votre voiture aussi, c'est dans les voitures. Pourquoi ils doivent être toujours à l'écoute? Parce qu'ils attendent leur mot de réveil, le OK Google, ou le dis Siri, ou je sais pas quoi. Donc, des fois, les fabricants ils nous ont dit que non, seul le mot de réveil est traité localement, il se réveille qu'à ce moment-là. Sauf que il y a eu des études indépendantes qui ont montré que des enregistrements pouvaient être envoyés vers les serveurs sans qu'on ait donné notre consentement. Et puis, en particulier, quand il y a des fausses activations. Et là, j'ai encore quelqu'un qui me parlait, qui disait, ouais, tout d'un coup, il s'est mis à... J'entends plein de gens qui disent, tout d'un coup, il s'est mis à me dire des trucs, parce que vous parlez de tout à fait autre chose, vous n'avez pas dit le mot de réveil de votre assistant, mais lui, il a cru. Il s'est trompé, c'est comme nous, des fois, on croit que quelqu'un nous a appelé avec notre prénom, « Michel !» Et puis, c'était pas moi, en fait, c'était Mère Michel, je sais pas quoi, et du coup, je me retourne pour rien. Donc, ça, c'est des choses importantes. Et donc, à ce moment-là, il écoute, et il enregistre votre voix, et il l'envoie sur les serveurs de Google, de Apple, etc. Donc, malheureusement, vous ne pouvez pas, sur ce genre d'appareil, désactiver l'écoute permanente, mais vous pouvez limiter l'impact. Alors, je vous explique, vous allez dans les réglages de l'assistant et vous désactivez l'historique vocal. Vous effacez les enregistrements stockés. Je vais vous donner mon expérience personnelle, là où tout a commencé pour moi, où ça m'a fait une claque dans la figure. C'est un jour, je lisais un magazine d'informatique, où j'avoue, je ne sais plus quoi, ça remonte il y a pas mal d'années déjà, au moins une dizaine d'années, plus que ça. Et ils disent, vous pouvez aller sur Google, j'avais un compte Google, que je n'ai plus depuis longtemps, bien sûr, depuis ce temps-là, et ils disent, vous pouvez télécharger, vous pouvez supprimer toutes vos données que Google a sur vous, et vous pouvez aussi les télécharger avant pour voir ce qu'ils ont pris. Je me dis, moi, j'ai un compte Google, je ne l'utilise pas vraiment beaucoup, parce que j'ai un autre mail, je ne l'utilise pas vraiment beaucoup, je l'utilise pas, non, je vais télécharger ça, ça ne va pas être grand-chose. C'était il y a hyper longtemps. Et donc, je trouve, là où c'est, téléchargez vos trucs, attendez, et puis ça dit, attendez que ça prépare le téléchargement, ça peut prendre un certain temps, voire plusieurs heures. Je dis, bon, plusieurs heures pour préparer mes données à télécharger. On vous envoie un mail quand c'est prêt. Ah, ok, carrément. Ok. Et Facebook fait pareil, tout le monde fait pareil, c'est comme ça maintenant. Et en plus, le RGPD oblige et partout. Donc là, maintenant, partout, vous pouvez demander de voir les données qu'ils ont sur vous, de les récupérer et ensuite de les supprimer. C'est la loi. Dans mon bouquin, je donne les textes pour les obliger à le faire s'ils ne le font pas, mais partout, c'est automatisé, ils le font.
Tout site internet qui récolte n'importe quelle donnée doit vous y donner accès. C'est le principe principal, c'est le principe de base du RGPD. Et donc, j'attends. Quelques heures après, je reçois un mail. Il dit, voilà, cliquez là pour télécharger vos données Google. Et là, je vois, ça commence à télécharger, et puis c'est assez lent. Je dis, oh, j'ai une bonne connexion, mais c'est lent. Bon, comment c'est possible? Ça devrait être fait immédiatement. Et là, je vois qu'il est en train de charger, écoutez bien, 2 gigas de données. Pour vous donner un exemple, une vidéo haute résolution, ça fait moins d'1 giga pour 1 heure. Donc c'est l'équivalent de 2 heures de vidéo d'un film. 2 gigas. C'est pas possible, j'ai rien là-dedans. Et donc après, j'ouvre ce fichier, et il y a plein de dossiers, plein de sous-dossiers. Donc c'est un peu galère, parce que c'est pas facile à trouver, toutes vos données, on ne comprend pas qu'est-ce que c'est au départ, tous ces dossiers et sous-dossiers. Et je commence à regarder tout ce qu'il y a. Par exemple, il y a un dossier sur Maps. Donc j'avais utilisé le GPS Maps de Google. GPS, j'ai utilisé le GPS. Toutes les fois où je me suis déplacé, c'était marqué où on va, où on a garé la voiture, quand on a redémarré, quelle heure, quelle minute, quel jour, quel trajet on a fait, quel lieu on est allé. Tout est enregistré. Tout, depuis chaque fois que je l'ai utilisé. Ensuite, tout un tas de données de toutes les applications qu'on a utilisées. Par exemple, YouTube, ça appartient à Google. Toutes les vidéos que j'ai regardées, où j'ai commencé, où j'ai arrêté la vidéo, où j'ai fait pause, à quelle heure, quelle minute, quelle seconde. Ensuite, je suis passé de quelle vidéo, à quel moment, etc. Tout enregistré. Je dis, ok, tout ça, c'est plein d'infos qui sont dans des fichiers. Je dis, ça prend pas tant de place que ça quand même. Mais déjà, j'étais choqué. Et puis plein de trucs de toutes les applications Google, qu'on sait même pas que c'est des applications Google qu'on a utilisées, les agendas, les calendriers, les machins, les trucs, plein de trucs. Et là où j'ai pété un câble, c'est que oui, comme tout le monde, je m'étais amusé avec mon téléphone à faire « Ok Google, est-ce que tu peux me dire la réponse à ceci ?» à faire mes recherches Google, ou à demander à Google c'est quoi la météo de demain et tout, dans mon téléphone, en disant « Ok Google, c'est quoi la météo de demain ?» et tout. Je ne l'avais pas fait beaucoup de fois, parce que c'est pas trop mon truc, je n'utilise plus jamais ça maintenant, mais voilà, je l'avais fait, je l'avais testé, c'était nouveau à l'époque. Ok Google ceci, ok Google cela, ok Google, peux-tu me dire quels sont les acteurs de ce film que je viens de voir, ok Google, à quelle heure est la séance, prochaine séance de mon cinéma de chez moi et tout. Mais je trouve un dossier où il y a des fichiers WAV, donc des fichiers audio bonne qualité, de tous les mots que j'ai dit à Google. C'est-à-dire que quand je disais « Ok Google, dis-moi quelle est la séance de cinéma », il y avait ma voix enregistrée de « Ok Google, quand est-ce qu'il y a une cinéma de... » et j'entends ma voix. Et quand je disais « Ok Google, ceci, cela », des trucs qui peuvent être privés ou perso, de toutes les recherches que j'avais, toutes les commandes que j'ai passées, tout ce que j'ai dit à Google était enregistré. D'où l'énorme poids de trucs, parce que c'est des fichiers haute résolution de ma voix. Google l'utilise pourquoi Google prend votre voix, non pas en local dans votre téléphone, mais l'envoie sur ses serveurs et l'enregistre pour améliorer ses modèles de reconnaissance vocale, avoir tout un panel de tout ce que vous dites, de tout ce que vous faites, d'avoir votre voix. Vous savez qu'aujourd'hui, en plus maintenant, on peut refabriquer votre voix avec l'IA, avec 3 ou 4 secondes de votre voix. Donc gigantissime. Je ne vous parle pas de tout ce que j'ai découvert encore sur moi, alors que je considérais que j'utilisais très peu et que j'avais pas de Gmail, donc j'avais pas de compte email Google. Je n'en ai jamais eu. Donc ça a été pour moi une énorme claque, et j'ai donc supprimé mes données sur leur compte, et je n'ai plus jamais utilisé Google, et c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait utiliser tous les services Google sans compte Google, et nos téléphones, etc. etc. Donc voilà, désolé, j'ai fait un truc, mais désactiver. Donc les assistants vocaux font la même chose, hein. Simplement, au lieu que ce soit dans le téléphone, c'est dans votre maison. Désactiver l'écoute permanente, c'est pas possible, mais vous pouvez limiter l'impact. Vous allez dans les réglages de l'assistant, vous désactivez l'historique l'historique vocal, qu'il n'enregistre pas d'historique. Vous effacez tous les enregistrements stockés, et je vous assure, il y en a pour des heures et des heures et des heures de votre voix, des fois que vous savez ce que vous avez dit, des fois pas. Vous imaginez, vous avez ça dans votre chambre, vous avez des conversations privées, vous parlez des impôts, vous parlez de trucs de votre vie personnelle, de vos enfants, de votre santé, de politique, etc. Les gens de chez Google, ils peuvent l'entendre, ou de chez Apple. C'est énorme. Les policiers, ils n'ont pas le droit de le faire et de mettre des micros chez vous s'il n'y a pas des juges qui ont autorisé de le faire. Les policiers n'ont pas le droit de le faire, s'il n'y a pas un juge qui les autorise, bien sûr, parce qu'on suspecte que vous êtes un terroriste ou quoi. Donc ce serait interdit, enfin c'est interdit, mais des entreprises américaines, les GAFAM et tout, ils le font. Et nos gouvernements, ils disent rien. Alors, aussi, franchement, est-ce que vous avez vraiment besoin de parler à votre téléphone ou à votre assistant vocal pour commander une pizza? Vous ne pouvez pas taper
Il faut vraiment que vous le disiez vocalement. On n'avait plus la force de le faire, de le demander. Soyons humbles aussi face à la technologie, c'est une vertu aujourd'hui. Faut savoir aussi prendre ses distances. S'il y a un bouton physique, et on peut se dire, non, moi j'achète un assistant vocal qu'un bouton physique. C'est-à-dire, si je veux lui parler, je n'utilise pas un mot-clé, j'appuie sur le bouton et je parle. De telle sorte que c'est que quand mon doigt est sur le bouton qu'il peut m'entendre. Mais bon, écrire plutôt que parler, c'est aussi garder le contrôle. Et puis surtout, si vous avez ce genre de choses, et même si vous avez votre téléphone et que vous savez que maintenant il y a plein d'applications qui ont accès au micro, évitez de raconter des trucs perso et des secrets les plus intimes à une enceinte intelligente qui dort dans votre chambre ou à votre téléphone qui dort dans votre chambre. Hein, c'est enregistré. Bon, c'est pas tout. La géolocalisation système et les mises à jour. Qu'est-ce que c'est que ça, la géolocalisation système? Alors c'est une petite fonctionnalité qui a l'air de rien du tout, anodine, mais très très invasive. Elle enregistre un journal détaillé de tous vos déplacements. Où vous étiez, à quelle heure, combien de temps vous y avez passé. Là, on en avait parlé pour des applications. Là, je parle du système d'exploitation. Donc ça, on peut l'enlever. Vous allez, alors sur Android, vous allez dans Paramètres, Localisation, Historique des positions Google. Bye bye. Pourquoi Ou si vous dites, oh, je ne me rappelle plus où j'étais il y a 3 jours, il faut que je regarde dans mon téléphone. Non. Sur iPhone, vous allez dans Réglages, Confidentialité, Service de localisation. Un peu plus compliqué, attendez, c'est pas fini. Réglage, confidentialité, service de localisation, système, état du service, géographie. Oui, bon, ben voilà, c'est comme ça. Et vous pouvez les activer. Profitez-en pour effacer l'historique existant. Vous pouvez. À quel moment on accepte que notre téléphone crée une carte détaillée de notre vie quotidienne? Pour faire quoi? Améliorer leurs services de trafic? Vendre vos données de déplacement? Non. Pour notre sécurité, là, c'est pas du tout une priorité. Supprimez toutes ces localisations, repartez à zéro. Et enfin, pour nos téléphones, il y a une base. Voilà, tout le monde nous le dit. Faites les mises à jour. Pourquoi? Parce que nos téléphones, c'est des tonnes d'applications. C'est des programmes hyper complexes. C'est un système d'exploitation hyper complexe. C'est pour ça qu'il peut faire tellement de choses, notre téléphone. Il peut faire autant de choses que ça, c'est génial, c'est un outil. Mais ça implique une énorme complexité. Et donc forcément, il y a des failles de sécurité dans nos logiciels. Il y a ce qu'on appelle des bugs. Des bugs, on dit en anglais des bugs. En français, on dit des bugs. Qui permettent aux pirates de prendre le contrôle de l'appareil, etc., etc. Bref, vous le savez, il y a des failles. C'est logique, c'est humain, c'est comme ça. Et les fabricants de chacune des applications, ou des logiciels, du téléphone, Android et tout, ils publient des correctifs. Donc, ces correctifs pour corriger ces problèmes. Donc, il faut le faire. Parce que les pirates, sinon, dès qu'il y a un nouveau bug qui est trouvé, les pirates le savent, ils font tout de suite des trucs pour pirater les téléphones. Et ça va très très vite, parce que dès qu'une faille est publiée au niveau mondial, il y a des centaines, des milliers de pirates qui essayent d'en profiter parce qu'ils savent que les gens ne font pas les mises à jour. Et c'est comme ça qu'on se fait avoir. Donc vous allez tout de suite dans Paramètres, Général, Mise à jour logiciel. Ça c'est pour iOS. Paramètres, Général, Mise à jour logiciel. Et vous faites toutes les mises à jour. Android, c'est Paramètres, Système. Vous installez tout ce qui est disponible. Il va vous proposer des applications de mise à jour de votre système d'exploitation. Vous faites. Pas demain. Parce que entre aujourd'hui et demain, les failles peuvent être exploitées. Au moins aujourd'hui, vous êtes protégé. Maintenez votre système à jour. C'est une règle d'or en informatique. Oui, je sais. Des fois, malheureusement, ce n'est pas des mises à jour de sécurité qu'ils font, mais ils changent des fonctionnalités, change des trucs et après on ne reconnaît plus nos téléphones, c'est plus comme avant, c'est plus comme j'étais et ça crée du stress et puis du coup on se dit oh non mais moi j'en ai marre à chaque fois, ça change des trucs et puis je suis perdu dans mon téléphone. C'est vrai, mais chaque téléphone non mis à jour c'est une proie facile. Soyez pas une proie. Je sais qu'ils changent des trucs et qu'on voudrait pas qu'ils changent des trucs, mais c'est comme ça. Et des fois, on ne sait pas si c'est une faille de sécurité. Et des fois, on ne sait pas si c'est vraiment utile ou si c'est pas utile ou si c'est vraiment des gadgets. Mais malheureusement, avec les téléphones qu'on a, il faut le faire. Bon, c'est pas fini. Et ouais, moi j'aime bien les longues promenades. On peut écouter les épisodes en plein de fois. Hein. Le Wi-Fi, la perte du téléphone, l'authentification, tous des petits cas particuliers comme ça. J'ai fait un petit chapitre cas particulier comme ça. Avec des situations un peu critiques, des moments où la défense doit être maximale. Oui, il faut faire hyper gaffe. Premier truc, le Wi-Fi public. Le Wi-Fi public, très dangereux. Vous êtes dans un café, dans un hôtel, dans un aéroport, dans une gare. Et là, vous dites, waouh, trop bien, Wi-Fi gratuit. Wi-Fi gratuit.
comment ils vous mettent un code à flasher ou ils vous mettent le mot de passe. Moi, je vais dans des tas d'endroits, ils disent le mot de passe et ça, et tu peux connecter au réseau avec le mot de passe. Enfin, ça ou pas, ça sert à rien, c'est complètement débile. Parce que, excusez-moi, désolé, je me porte. Parce que, si je donne le mot de passe à tout le monde et que tout le monde a le mot de passe, si je suis un pirate, qu'est-ce que je fais? Je vais dans le café, je vois le mot de passe, après je sors du café, j'ai le mot de passe et j'accède au réseau et à tous les ordinateurs qui sont sur le réseau. Donc je sais que c'est très tentant de se connecter à un Wi-Fi gratuit, mais ce n'est pas l'idée, parce qu'une fois que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, tout le monde a accès un peu aux ordinateurs de tout le monde qui ne sont pas protégés ou au téléphone de tout le monde. C'est ça le truc. Si vous allez chez vous et que quelqu'un se met sur votre réseau Wi-Fi de chez vous, c'est pas pour rien qu'il y a un mot de passe. Vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre se connecte à votre réseau, parce que là, il peut accéder à plein d'autres choses sur votre réseau. C'est très dangereux. N'importe qui sur un réseau public connecté au même réseau, en fait, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut intercepter votre communication. Alors ça porte un nom en informatique, c'est très connu, c'est Man in the Middle, c'est l'attaque Man in the Middle, l'homme du milieu. À ce moment-là, le pirate, il a des petits logiciels qui regardent tout ce qui se fait sur le réseau Wi-Fi, parce qu'il y a le mot de passe aussi, comme tout le monde, ou des fois il n'y a même pas de mot de passe. Il y a plein d'hôtels où je vais, il n'y a pas de mot de passe, il dit connectez-vous, c'est le nom du réseau, c'est ça, puis vous voyez, il n'y a pas de petit cadenas, de toute façon vous allez vous connecter, puis voilà. À ce moment-là, il peut voir vos mots de passe, oui, vous allez à votre banque, vous voulez voir votre compte, ou faire je sais pas quoi, vos emails, et vous mettez vos mots de passe, et comme il a accès à tout ce qui se passe sur le réseau, il voit vos mots de passe, il voit vos emails, il voit vos transactions bancaires, tout ce qui circule, évidemment, et qui n'est pas chiffré de bout en bout. Si vous écoutez de ce podcast, c'est pas chiffré de bout en bout, mais si vos emails ne sont pas chiffrés, c'est le cas sur Gmail, il y a accès. Si vous n'utilisez pas Bitwarden pour sécuriser vos mots de passe, il a accès à vos mots de passe qui sont stockés, je ne sais pas où, dans votre navigateur Internet, ou je ne sais pas où, dans votre téléphone, etc., etc. Si vous envoyez des SMS, ce n'est pas chiffré, il y a accès. Si vous téléphonez, ce n'est pas chiffré, il entend ce que vous dites. Mais si vous utilisez Signal, c'est chiffré, il ne peut pas y accéder. Donc voilà, il faut un chiffrement fort. Les applications de banque, c'est pas chiffré, c'est pas chiffré. Donc règle absolue quand vous êtes sur un réseau Wi-Fi. Jamais la banque, jamais de mot de passe saisi sur un Wi-Fi public. Jamais, 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 jamais. Si vous devez absolument travailler, vous êtes dans un bar, dans un hôtel, et vous devez absolument travailler, ce que vous faites, désolé, plusieurs choses. Un, vous n'utilisez pas le Wi-Fi, vous continuez à utiliser vos données, vos data mobiles, la 4G, la 5G. Ou, si vous écoutez ce podcast, vous savez ce que je vais dire, vous activez votre VPN. Moi, c'est pas que j'active mon VPN, il est tout le temps branché. Donc c'est quoi un VPN? C'est un réseau virtuel privé, Virtual Private Network, c'est un tunnel chiffré entre vous et un serveur distant avant que vous accédiez à Internet. Donc même si quelqu'un il se connecte sur le Wi-Fi et qu'il accède à toutes vos données, vu que vous utilisez un VPN, il ne voit rien, il voit que des données chiffrées, incompréhensibles et indéchiffrables. Donc si vous utilisez un VPN, évidemment, moi, je suis dans un hôtel, dans un truc, de VPN tout le temps, de toute façon, tout le temps. Donc ça, c'est le premier cas de figure dont je voulais parler. Faites hyper gaffe au réseau public où vous allez quelque part, et même mot de passe ou pas mot de passe, c'est pareil parce que tout le monde a le mot de passe. Donc deuxième situation, la perte ou le vol de votre ordiphone. Donc vous sortez de chez vous, plus de téléphone, tout d'un coup vous sortez de votre boulot, purée, j'ai pas mon téléphone, on me lâche. Piqué, panique. Alors on fait quoi? Oui, panique. Alors déjà, il y a plusieurs cas de figure. Est-ce que votre téléphone est verrouillé ou il n'est pas verrouillé? Est-ce qu'il y a un mot de passe pour accéder à votre téléphone ou pas? S'il n'y en a pas et que tout le monde peut y accéder, il a accès à vos mails, à tous vos mots de passe et tout, là, c'est la catastrophe absolue. Dans tous les cas, urgence. Vous allez chez vous, très vite. Vous allez sur votre compte mail, vous changez le mot de passe. Sur votre banque, changez les mots de passe. Les réseaux sociaux, changez les mots de passe. Et éventuellement, vous pouvez utiliser la fonction « Trouver mon appareil ». Je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'étais en séminaire au boulot, et puis il y a une dame, elle va aux toilettes, et aux toilettes, il y a les toilettes, et puis il y a les lavabos où tout le monde se lave les mains en même temps. Enfin, en même temps, il y a plusieurs lavabos qui sont communs, c'est comme des toilettes publiques, quoi. Donc c'est dans un hôtel. Et elle ne fait pas gaffe, il n'y a pas grand monde. Elle pose son téléphone sur là où il y a les lavabos, elle va faire pipi et elle revient, le téléphone n'est plus là. Elle a fait pipi, ça dure quoi, 2 minutes, le téléphone n'est plus là. Quelqu'un lui a volé son téléphone. Tout de suite, il y a des soupçons, parce qu'on sait que, désolé, mais une personne de service qui travaille à l'hôtel est rentrée et est ressortie. Des gens ont vu, etc. Cette personne est repartie chez elle, immédiatement. Qu'est-ce qu'elle fait, cette dame? Très, très, très malin. Vous allez voir, l'histoire est folle.
Cette dame, elle sait que, je crois que c'est un Apple, ou je sais pas quoi. Bref, il y a un identifiant avec la localisation, trouver le téléphone. Donc tout de suite, elle se connecte à son ordinateur, on était en séminaire avec son ordinateur, et elle voit où est son téléphone. Et elle voit l'adresse de la personne qui travaille à l'hôtel. Donc elle dit à l'hôtel, voilà, mon téléphone a été pris par quelqu'un de chez vous, voici son adresse. Et eux, ils disent, bah oui, c'est telle personne de notre hôtel qui habite là, et là, le téléphone, il est là. Donc la dame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle la police. Elle ne va pas aller là-bas, toc, 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 rentrer chez les gens. Tu ne peux pas faire ça. Vous avez volé mon téléphone. De toute façon, les personnes vont dire, non, c'est pas vrai, tu ne vas pas fouiller. Et bien, les gens ne vont pas te lancer rentrer chez toi. Donc elle a dit à la police, voilà, mon téléphone, il est là. La police a refusé d'y aller, ils ont refusé de faire le truc, ils ont refusé de faire la perquisition. La dame, elle n'a jamais récupéré son téléphone. On sait qui c'est. Après, ils ont dit, est-ce que vous allez convoquer à l'hôtel cette personne qui a pris le téléphone et tout? La personne, elle a nié, elle a dit, j'ai pas le téléphone et tout. L'autre dit, mais regardez, il est là, je vois la localisation, à l'adresse et tout. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas viré la personne, rien, ils n'ont rien dit. Enfin, ouais, c'est un truc de fou. Mais bon, ça aurait pu marcher. À la base, c'était bien. Elle sait où ils sont. C'est un truc de fou. Elle dit, mais je vais y aller moi. Mais non, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer de force chez les gens, tu vas. Bon, là, ça n'a pas marché, c'est incompréhensible, c'était tellement génial, mais voilà. Donc c'est un truc qui existe. Vraiment, je l'ai vécu, j'étais là, j'ai dit, mais c'est pas possible. On sait la personne qui l'a pris, on sait où il est, elle le voit, ça correspond à l'adresse, l'hôtel nous le confirme, c'est l'adresse de leur employé, personne ne fait rien, même pas la police. Truc de fou. Bref, sur iPhone, il y a un truc qui s'appelle localiser, donc qui sert à ça. Sur Android, ça s'appelle trouver mon appareil. En anglais, c'est Find My Device, Find My Device. Trouver mon appareil, donc ça existe. Et là, des fois, vous pouvez, à partir de votre compte, verrouiller l'écran à distance, changer le code PIN, envoyer un message de contact sur l'écran verrouillé. Parce que des fois, ça peut être un accident. On pourrait dire, ah, cette personne, elle n'a pas fait gaffe, elle a mis son téléphone dans sa poche. Ou bref, quelqu'un, on peut dire, merci de m'appeler à tel numéro, ou quoi. Et il y a un truc qui existe, c'est que vous pouvez déclencher à distance l'effacement. On peut dire, efface tout ce qu'il y a. Cette dame, par exemple. Son téléphone, il est verrouillé, il sait qu'elle est là. La personne, il va falloir qu'elle trouve quelqu'un qui sait déverrouiller les téléphones ou les réinitialiser pour pouvoir le revendre et tout. Il y a tout un business. Mais en attendant, il faut qu'elle efface tout ce qu'il y a dessus. Alors, c'est horrible parce que tu dis, oui, je vais perdre toutes mes données. Tu as perdu ton téléphone, tu ne vas pas le retrouver. Il ne faut pas que les gens, en plus, ils accèdent à toutes tes données, tes emails et tout. Donc, à distance, il faut faire la manip de supprime tout ce qu'il y a sur mon téléphone. Tout. Oui, vous perdez vos données, mais vous sauvegardez votre identité. C'est ça. Bon, évidemment, c'est beaucoup moins grave si vous avez un code PIN fort avant de perdre le téléphone. Si vous avez un code PIN à 5 ou 6 chiffres, pas votre date de naissance, 4, on nous dit 4, c'est un peu moyen. Il vaut mieux vraiment 5 ou 6. Voilà. Et franchement, le voleur, s'il n'a pas de code PIN, c'est fini, il pourra pas. En fait, ce qu'il fera, le voleur, c'est qu'il va réinitialiser le téléphone pour pouvoir l'utiliser, donc il va tout effacer. Voilà les trucs. Bon, il y a une autre situation qui est très importante, c'est quelque chose qui va vous aider vraiment pour beaucoup de choses, c'est la fameuse authentification à 2 facteurs, ça j'en ai beaucoup parlé. Aujourd'hui, un mot de passe, ça ne suffit pas. Désolé. Il y a 10 ans peut-être, aujourd'hui ce n'est pas possible parce que plus de 8 Français sur 10 ont été piratés, leurs comptes ont été piratés, SFR, les cartes d'identité, les machins, trucs. Donc presque tous les mots de passe sont enregistrés dans des bases de données aujourd'hui. Donc il vous faut une seconde preuve, c'est pour ça qu'on appelle ça authentification multifacteur, et ça on peut le mettre partout. Donc j'ai déjà fait les épisodes là-dessus, c'est expliqué sur mon site, c'est expliqué dans mon bouquin, l'authentification à 2 facteurs, c'est hyper bien, vous avez une application, il vous faut l'application, en plus du mot de passe, donc il vous faut 2 choses. Le pirate, il a peut-être vos mots de passe parce qu'il les a trouvés sur des bases de données, des machins, des trucs, des sites de pirates, le dark web, le machin, ou il vous a piraté, il a réussi à choper votre mot de passe par des raisons, bref, par des moyens X ou Y, mais il ne peut pas avoir en même temps votre téléphone avec l'application. Donc voilà, mais pas la double authentification, donc il faut qu'elle soit sur les emails, sur la banque, sur les réseaux sociaux, sur l'accès à votre cloud. Si vous avez un cloud, il faut qu'il y ait la double authentification, mais pas double authentification par SMS, parce que c'est trop facile de pirater une carte SIM, on appelle ça le SIM swapping, et donc en gros c'est quoi? C'est le gars, il appelle votre fournisseur, je dis le gars, c'est peut-être une gamine, votre opérateur pour transférer votre numéro sur une autre carte SIM et recevoir vos codes de validation. Ça se fait énormément. Même chose, pas
pas par email, parce qu'on vient de voir les emails, c'est pas chiffré et tout. Donc on ne fait pas envoyer le code, vous savez, le petit code à 6 chiffres, ni par SMS, ni par email. Il faut une application d'authentification. Vous en avez peut-être vu sur Microsoft, c'est Microsoft Authenticator. Sur Android, ça s'appelle Aegis, le plupart. Il y a OT aussi qui est très connu. Il y en a d'autres. Alors, là, donc j'explique, ça génère des petits codes, le fameux code à 6 chiffres, sur votre appareil, sans passer par le réseau téléphonique. C'est généré en local et c'est synchronisé toutes les 30 secondes avec le site internet. Et puis vous avez aussi des codes de secours qui sont imprimés quand vous êtes mis. Enfin bref, il y a toute une histoire. Là, j'en ai pour plus d'1 heure à parler de ça. La double authentification, c'est un truc indispensable. Moi, ce que je recommande aujourd'hui, soit l'application Ent-Auth, qui fonctionne sur Apple, Android, téléphone, ordinateur, même sur web, Ent, E-N-T-E, Auth, A-U-T-H. Ça, c'est l'application que je recommande. Bien que, aujourd'hui, si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe, ProtonPass ou Bitwarden, moi j'utilise Bitwarden, c'est ce que je recommande le plus, c'est inclus dedans. Donc ils ont vos mots de passe et la double authentification. Donc ça c'est hyper pratique, hyper pratique. Donc, ok. Bon, on va bientôt conclure, mais c'est pas tout à fait fini. Je vais vous donner une petite liste, on va récapituler. Et ouais, ça fait beaucoup parce qu'en vrai, il va y avoir 12 petits piliers de notre forteresse mobile pour nos téléphones. 12 piliers. Vous retrouvez ça dans mon bouquin, vous retrouvez ça sur mon site Survie numérique. Mais je vous l'ai dit là, comme ça, vous les avez en tête, vous pourrez y revenir. Il y a l'audit des permissions. On vérifie les permissions, on réduit au strict nécessaire, localisation, micro, caméra, contact. Paf. 2, les applications inutiles, on supprime, surface d'attaque réduite. 3, tous les comptes connectés. Revue, purgée, suppression des connexions tierces obsolètes, on enlève tous les comptes connectés à notre compte principal. Le pistage publicitaire, le tracking publicitaire, on désactive, on limite le profilage, terminé l'historique publicitaire. 5, les assistants vocaux, on configure pour enlever l'historique, effacer l'historique, écoute limitée, camp local, etc. 6, la géolocalisation système. On désactive ça. On efface toutes les positions, tous les historiques de position. On efface, on vire. 7, mise à jour logicielle. On les fait, les mises à jour logicielles. Système d'exploitation, à jour, application, à jour, tout à jour. 8, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai dit, un code PIN fort. Allez, un code PIN aléatoire de 6 chiffres. Allez, 5 chiffres, ça ira. 5, 6 chiffres de code PIN, pas votre date de naissance. Pourquoi je dis aléatoire? Pas un truc qu'on peut deviner, que vous dites votre date de naissance, ou un truc que des gens qui vous connaîtraient. Alors vous allez dire, les gens que je connais, ils ne vont pas me voler mon téléphone. Oui, mais en vrai, si vous avez des réseaux sociaux, vous dites beaucoup de choses sur vous. Ah, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Et paf, les gens connaissent votre date de naissance. Ah, ceci, cela. Ah, j'habite à tel numéro. Les gens disent, ah, il va utiliser le nom de sa rue et tout. Donc, non, code PIN aléatoire, des chiffres qu'on ne peut pas deviner. Voilà. 9, authentification forte, c'est-à-dire la double authentification. Dans l'idéal, il faut l'utiliser pour tous vos comptes, mais bon, après, il y a des petits comptes sur un forum, sur un machin, c'est un truc, c'est pas grave si quelqu'un pirate, bon, c'est désagréable, mais c'est pas dramatique. Mais en revanche, sur votre compte mail, sur votre banque, sur un certain nombre de trucs, double authentification en utilisant une application spécifique dans votre téléphone. 10, bon, application anti-vol, installée et testée sur votre téléphone. Donc, ce que je dis tester, c'est que vous faites un petit test, dites à quelqu'un, prends mon téléphone, va le mettre quelque part et tout, et voir comment je fais, comment je me connecte sur Internet, comment j'accède à mon compte, où est le truc de localisation pour voir où est mon téléphone. Et testez ça, et voyez ce que vous pouvez faire à distance sur votre téléphone. Sauvegarde chiffrée. Là, j'en ai pas parlé, mais je l'ai évoqué quand même. On met pas n'importe. Si j'ai parlé du cloud, on met pas nos données sur un cloud comme ça de Gmail, de Xiaomi, de Samsung, etc. C'est pas chiffré. Ils utilisent aujourd'hui l'IA pour savoir tout ce qu'il y a, tout ce qu'on y met, toutes nos photos, tout ce qu'on y fait, etc. Donc là, on fait pas ça. Soit vous mettez vraiment que le strict minimum, mais vraiment n'utilisez pas ces clouds-là. Utilisez un cloud chiffré, Proton Drive, Tuta Drive. Il y en a d'autres. J'en ai déjà parlé beaucoup sur mon site, dans mon bouquin, etc. Cloud chiffré. Et donc sauvegarde chiffrée, il nous faut des sauvegardes quand même, c'est utile. Et enfin, dernier point, 12e point, et ça fait 12, on y va vite, hein. Et vous avez vu, chacun de ces trucs, c'est facile, c'est simple.
gestionnaire de mots de passe. Donc votre gestionnaire de mots de passe, installé, synchronisé pour remplacer tous les mots de passe faibles. 12 points, 12 actions. Chacune de ces actions, c'est vraiment quelques minutes. Mais tout ça ensemble, et franchement, chacun, c'est simple. C'est une sorte d'hygiène. Ça forme, tout ça là, c'est une barrière, une énorme barrière contre, quel mot j'ai employé? La surveillance, la malveillance, c'est quoi? Bref, vous avez compris. Alors, c'est vrai qu'au début, vous ne connaissez rien de ces 12 points. Ça semble beaucoup de travail, et ça l'est. Mais la première fois que vous êtes rentré chez vous, que vous avez déménagé, c'est un énorme boulot. Que vous faites le ménage de printemps, c'est un énorme boulot. Que vous... Voilà, il y a dans la vie réelle, mais c'est la vie réelle, nos téléphones aujourd'hui, parce que le jour où vous faites voler et où quelqu'un fait une usurpation d'identité, vous allez voir si c'est pas réel. Si quelqu'un profite des données qu'il y a dans votre téléphone pour aller voler chez vous ou vider votre compte bancaire, vous allez voir si c'est virtuel. Donc, au début, ça peut sembler beaucoup de travail. C'est pour ça que ce podcast est là, mon bouquin, le site internet, mes formations, etc. Pour vous expliquer. La sécurité, c'est pas un luxe, c'est une hygiène. C'est comme se laver les mains avant de manger, fermer la porte de sa maison le soir ou le matin quand on part au boulot. C'est une hygiène. Vous ne faites pas « Ah, je m'en vais, je laisse la porte ouverte et puis tout le monde peut voir que la porte est ouverte et rentrez. Faites comme chez vous, servez-vous. » Si vous faites, pourquoi vous ne le faites pas avec votre maison, vous le feriez avec votre téléphone. Ce n'est pas virtuel. Donc tout ça, c'est aller vers plus de liberté numérique. C'est vrai qu'on a fait un long chemin. Je fais des longues promenades. Il y a la prise de conscience de tous les dangers auxquels on est soumis par ces objets de plastique et de verre qui sont dans nos poches. Et prendre conscience, c'est bien, mais ensuite, ces configurations concrètes. Il faut que ce portable soit une forteresse portable. Ça doit être une forteresse. Ça ne peut pas être une maison pleine de trous avec des portes ouvertes et des clés que j'ai laissées à tous les voisins et tout. C'est pas possible. Je ne vais pas vous dire non plus que grâce à tout ce que vous allez faire suite à cet épisode, vous allez être invulnérable. Ça, ce serait mentir. Il n'y a aucune solution parfaite. La technologie, ça évolue hyper vite. Les attaques deviennent de plus en plus sophistiquées. Mais en faisant ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, vous n'êtes plus une cible facile. Vous avez fermé les portes, vous avez bloqué les fenêtres, vous avez renforcé les murs, vous avez pris possession de votre outil. Et c'est ça la vraie victoire, parce que c'est pas l'impossibilité d'être hacké, d'être piraté. Ah non, je serai jamais piraté parce que je suis les conseils de Michel, mon fils, grâce à ça, je suis... Non. Mais vous avez pris la volonté de protéger votre intimité, vous avez refusé de subir les choses passivement, et vous vous mettez de côté par rapport à la foule des gens qui font pas ça. Je sais que vous écoutez tout ça, il y en a, ils ont une résistance à l'intérieur d'eux-mêmes, ils disent « c'est trop compliqué, je vais bousiller mon téléphone, je vais casser un truc, ça va pas être comme il faut. Et puis en plus, mes amis, ils utilisent WhatsApp, je vais pas utiliser Signal et tout et tout. » Je sais, il y a des craintes comme ça, le changement, ça fait peur, c'est légitime. La transition vers un numérique respectueux, c'est vrai, ça demande un effort cognitif. Mais je vais vous dire un truc, comme tout dans la vie, on ne peut pas vivre sans arrêt, passivement, en touriste de nos vies. Aujourd'hui, il faut remettre en question nos habitudes de confort, de pratique. Ah, c'est tellement pratique, c'est tellement confortable. Non. C'est le prix de la liberté. Cet effort, c'est le prix de la liberté. On fait plein d'efforts pour d'autres choses dans la vie. C'est un truc tout bête. Hier soir, je sais que des gens de ma famille sont venus nous visiter et je me couche, je suis déjà à moitié endormi, tout d'un coup je dis hey, ils sont rentrés par la porte arrière. D'habitude, on ne rentre jamais par la porte arrière de la maison. Ils sont rentrés par la porte arrière. Je suis sûr qu'ils ne l'ont pas fermée parce qu'ils sont ressortis par la porte avant. Et non seulement elle n'était pas fermée, mais elle était grande ouverte, c'est-à-dire ouverte au vent. Le vent rentrait dans la maison parce que la porte était ouverte. Donc oui, ça m'a demandé un effort. Je dis merde, la porte arrière de la maison, elle est restée ouverte, c'est sûr. Ils sont rentrés par la porte arrière parce qu'ils ont fait le tour du jardin et sont sortis par la porte avant. Donc, je me suis levé. Je me suis dit, oh non, je n'ai pas envie, il est 11h, je suis fatigué, je suis à moitié endormi. Je me suis levé, j'ai trouvé la porte grande ouverte et je l'ai fermée. C'est un effort important pour ma sécurité, pour la sécurité de ma famille qui est là, de ma maison, de mes biens personnels qui sont dans ma maison. Mais les téléphones, c'est pas différent. C'est pas différent. Donc, dans le prochain épisode, on va continuer notre petite promenade vers la souveraineté numérique. Et dans le prochain épisode, on va parler de quelque chose qui me tient à cœur. Vous avez vu,
Vous connaissez mon site ou mon livre, c'est sous-titré liberté, on a beaucoup parlé, vie privée, on a beaucoup parlé, sécurité, on a beaucoup parlé, et on va continuer sur plein d'épisodes, et minimalisme numérique. À chaque fois, je vous mets et minimalisme numérique. Pour moi, c'est très important. Et ben, c'est de ça dont on va parler dans le prochain épisode. Supprimer ce qui est superflu, réduire nos comptes, nos abonnements, nos traces, créer du vide là où il y a trop d'encombrements, trop de choses, trop de bazar. Finalement, c'est la meilleure protection. Hein. Moins on a à protéger, plus c'est facile, c'est la meilleure protection. Vraiment, merci de rester à l'écoute de ces longues promenades que je fais avec vous. C'est vraiment pour notre sécurité, pour notre liberté, pour notre vie privée. C'est important. Je vous assure que épisode après épisode, vous n'allez pas regretter le temps investi. Je suis très content. Merci d'être avec moi. Merci d'être en balade avec Michel, mon fils, qui est la balado-diffusion de survienumérique.com. Et puis vous retrouvez mes formations où là on va dans les détails, on explique, on fait ensemble. Et donc ça aide beaucoup par rapport à ces frictions dont j'ai parlé, ce stress. Je vous aide, on le fait ensemble. Il y a des vidéos, il y a des directs, il y a plein de choses. Et évidemment, mon bouquin, il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Manuel de survie numérique pour tous. Il sort en octobre 2026, selon quand vous m'écoutez, il sera sorti ou pas sorti. Il sort en octobre 2026 aux excellentes éditions Ressources Primordiales. J'ai beaucoup de chance et je vous dis à bientôt sur le chemin de quoi ? De la liberté numérique.